France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au club. Bonjour à tous, de retour de Nantes où elle a participé à la folle journée sur le thème de la nuit cette année. La pianiste Anne Kefelec, aussi exigeante que populaire, est aujourd'hui l'invitée de Bienvenue au club. Elle a sorti à l'automne dernier un nouvel album sur le label Mirar, les 3 dernières sonates de Beethoven que la pianiste a enregistrées au théâtre Auditorium de Poitiers, qu'elle retrouvera le 25 février pour un récital. 3 sonates, 3 sœurs, un engagement de l'âme, dit celle qui a longtemps été l'ambassadrice de Mozart et de Schubert, sans jamais limiter son répertoire. Ravel, Debussy, Satie ou encore Dutilleux, dont elle avait signé, souvenez-vous, l'intégrale de la musique pour piano. Alors Beethoven est-il sa nouvelle obsession ou tout simplement le nouvel homme de sa vie? On veut tout savoir. Anne Kefelec est notre invitée. Une émission programmée par Henri Leblanc, préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec Marie-Claire Oumabadi à la technique. Extrait du premier mouvement de la sonate pour piano numéro 30 en mi majeur opus 109 de Beethoven, la première des 3 sœurs. Bonjour Anne Kefelec. Bonjour. Quand je vous vois toute gracile, toute fluette, toute légère, je me demande à quoi se mesure la force d'un morceau, la force d'une pianiste sur cette interprétation par exemple de ce premier mouvement. Alors déjà, je suis dans un état d'esprit un peu particulier parce que je n'ai pas réécouté, figurez-vous, cet enregistrement depuis qu'il est sorti. Donc je me retrouve dans l'atmosphère de l'enregistrement lui-même et puis mes émotions, les sentiments profonds qui m'habitaient à ce moment-là et qui m'habitent toujours par rapport à ses œuvres. Et je pensais à cette fameuse parole « à bon entendeur, salut ». J'ai souvent eu cette impression dans la musique de Beethoven qui, lui, n'avait pas l'ouïe puisqu'il était sourd.
que l'entendement se comprenait dans le sens de l'ouïe intérieure naturellement, et puis d'une forme de compréhension et salut qu'en effet dans cette beauté, c'est à la fois, il vous salue, vous dit bonjour peut-être, mais il y a aussi une forme de grâce salvatrice à travers cette beauté, et qui est en particulier dans justement l'ouverture de cet opus 109, la 30e sonate. J'ai la sensation qu'on est déjà embarqué dans une sorte d'improvisation intime qui nous soulève et qui nous grandit, et en même temps qui ne nous écrase pas. Et peut-être j'ai eu peur pendant bien des années d'aborder en particulier la toute dernière sonate de Beethoven, parce que c'est un chef-d'œuvre absolu et qu'il y a quand même des œuvres qui vous poussent encore plus dans vos derniers retranchements que d'autres. Et à la fois donc une exigence et une barre mise très très haut, mais finalement ça fait partie peut-être des cadeaux de la vie. Au fur et à mesure que les années passent, on se dit c'est très bien, la barre est haute, mais c'est le moment jamais, il faut y aller. Et puis de toute façon, si on arrivait à atteindre le but qui est proposé par ces œuvres, qui est d'une certaine façon inaccessible à travers leur beauté, bien ce serait triste, parce que après, vers quoi tendre? Donc c'est heureux que ça existe, cette exigence-là. Voilà, bonté et beauté. Hein. Vous parlez de cette alliance, en tout cas dans ces 3 sonates, et plus globalement dans la musique de Beethoven. Mais vous ne reculez devant rien. Quand quelque chose vous attire et vous tente, vous y allez en général, non, Anne Kefelec? Oh, écoutez, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a un moment où c'est plus fort que soi, si vous voulez, on sent qu'il y a un appel, et que, en fait, ces œuvres-là ne sont pas comme, bien sûr, il y a une forme de défi, mais elles nous sont données aussi, et d'une certaine façon, ces partitions qui sont là sur le pupitre, elles nous disent « joue-moi ». Mais qui a attendu? Qui a mis ces partitions sur votre pupitre? C'est vrai, est-ce que c'est lui qui vous a appelé directement? Comment ça s'est passé la rencontre? Écoutez, c'est-à-dire que je trouve qu'à partir de ce moment-là, évidemment, ça relève aussi de mon éducation, de tout ce que j'ai reçu qui m'a été donné dans mon enfance, et à quel point chez nous les valeurs de l'esprit étaient premières, et j'étais approuvée à cette source-là. Donc d'une certaine façon, il y a aussi un moment où on se rend compte que d'avoir reçu tout ça, ça vous crée une obligation, et on ne peut pas faire comme si on n'était pas au courant. Non, Opus 111, je n'ai jamais entendu parler, je ne sais pas. Mais si, je sais. Donc là, il y a quand même un inconfort qui peut s'installer, et on sent qu'il faut répondre présent. Bon, allez. Peut-être, en effet, je devrais reculer, mais je vais passer à côté de quelque chose qui, en moi, me demande à vivre. Et adieu, vat. Et aujourd'hui, vous diriez que vous seriez passé à côté de quoi si vous n'aviez pas sorti ces partitions de la bibliothèque, comme on sort un grand livre classique, un roman auquel on ne se serait pas encore attelé, pour le poser sur son piano? Oh, je pense que je serais passée à côté justement d'une partie de moi-même qui serait restée endormie, qui n'aurait pas été éveillée, qui peut être quand même liée à ce que j'ai de meilleur. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que pour le travail d'un interprète, il y a cette confrontation avec l'œuvre d'abord, qui est un face-à-face en quelque sorte, face-à-face avec soi-même et avec l'œuvre. Mais ensuite, c'est vraiment pour être joué avec, j'allais dire, pas simplement devant, avec un public. Ben voilà, pour réveiller chez nous les mêmes choses que ça a réveillé en vous, peut-être, la meilleure part de nous-mêmes. Et Beethoven, il y a une telle dimension d'universalité dans sa connaissance profonde de la nature humaine et de la douleur humaine. Enfin, cet homme, tous les génies sont des amplificateurs d'humanité, mais lui, en particulier, qui a eu à se battre contre cette épreuve, la pire qui puisse exister pour un musicien tel que lui, qui était la surdité, et donc faire éclater les murs de sa prison à travers ses œuvres, et Durchleiden, Freude, à travers la souffrance, la joie. Et il aimait la vie, cet homme. C'était vraiment, il était habité par ce feu, cette flamme qui n'était pas que de la révolte et d'une protestation. C'était d'ailleurs, ou alors on prend le mot protestation étymologiquement pour témoigner, protester, vous voyez. 32 sonates sur près de 30 ans, la trilogie des opus 109, 110, 111, les fameuses 3 sœurs que vous retrouvez pour cet album. Anne Kefelec viennent clore en fait un cycle pour le compositeur allemand. Elles sont un peu comme les derniers mots, diriez-vous, d'un journal intime. Je pense que ce sont en effet, il savait très bien que c'était la dernière sonate et que c'est une façon de clore
son voyage à lui existentiel à travers la forme sonate, à travers le piano et la forme sonate, parce que bien sûr, ensuite, il a composé d'admirables quatuors qui ont continué à explorer autrement son langage, son univers. Mais pour ce qui est de la dernière sonate, et c'est d'ailleurs très émouvant de penser à cela, parce qu'il y a comme une espèce de condensation, de résumé à travers cette forme, ce qu'il a voulu composer pour le piano. Et je suis extrêmement touchée aussi, en plus de la dimension de beauté infinie de ses œuvres, que ce dernier mouvement de la dernière sonate donc, qui clôture, ça s'appelle Arietta, un petit mot délicieux qui fait un peu enfantin, naïf, petite chanson, petit air qui contient un tel infini, et que par ailleurs, lui qui savait parfaitement exploser à la fin des œuvres et terminer dans l'éclat et le triomphe, la gloire, la grandeur. Là, on descend dans le grave du piano et en diminuendo, pianissimo. Il n'y a pas de ralenti, il n'y a pas de point d'orgue, il n'y a pas de valeur longue prolongée par la pédale. Il y a simplement le dernier signe, et ça me touche énormément, le dernier signe sur la partition, c'est un quart de soupir qui est un tout petit silence et qui, pour moi, en soi, c'est un message, parce que c'est un point d'interrogation. J'ai souvent rapproché ça au dernier mot de Hamlet, « and the rest is silence ». Après ça, c'est le silence, mais le silence pas au sens « taisez-vous », le silence que vous devez habiter, à vous de continuer. On va essayer de faire écouter ce silence à la radio pour peut-être évoquer ce qui transparaît, comme vous le dites, à travers cette arietta, ce petit air qui s'ouvre sur l'infini. Et on va voir que les élans de l'opus 109, qu'on a entendu en ouverture, contrastent avec le thème un peu plus méditatif de ce dernier opus, peut-être la fin du voyage. À écouter la nuit, selon Green, puis le silence se fait. Un silence à la radio. Bravo pour le silence à la radio. Merci, bravo à vous, Anne Kefelec. On entendait ce dernier extrait de cette sonate pour piano de Beethoven que vous interprétez donc et que vous avez repris pour cet album paru sur le label Mirar. C'est intéressant si j'en reviens à la question des mots, parce qu'on parlait du journal intime, ce que ces trois sœurs ont pu peut-être aussi être pour Beethoven d'une certaine manière. Vous avez choisi dans le livret du disque de vous appuyer sur la parole des écrivains, de Thomas Mann, de Rilke, de Green, comme on l'évoquait tout à l'heure, et tant d'autres. Il est parfois difficile de mettre des mots, vos propres mots, sur l'émotion que la musique vous procure.
Ah oui, bien sûr. C'est très difficile par ailleurs, pour moi-même, je ne peux pas me taire, je ne peux pas. J'ai toujours envie d'essayer de mettre en mots mon émotion tout en sachant que ça se passe sur un plan totalement différent. La musique est d'un autre ordre et elle nous parle de quelque chose qui ne peut pas se dire en mots. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait en même temps qu'elle nous parle de quelque chose sur quoi il est impossible de rester silencieux. Donc, ça fait partie de nous, ce qui ne peut pas se dire. Et d'ailleurs, je trouve justement ce temps libre de la musique. Et pour moi, c'est vraiment le summum de la liberté du temps. C'est vraiment littéralement le temps libre de la musique parce que elle est du ressort de l'indicible et de l'invisible. Donc, il y a cette espèce de liberté intérieure qu'elle nous offre. On ne voit pas, dans notre monde pourtant cerné par les images non-stop, de personnes en train de prendre un selfie tout en écoutant l'opus 11 ou une sonate de Schubert. Vous voyez, on n'en est pas encore là. Alors... l'humanité est sauvée peut-être, non? En bon entendeur, salut. Je pense qu'en effet, il y a un salut que l'on peut trouver dans de tels éblouissements et là, je suis partie dans Hugo, mais il y a aussi Bernanos qui disait à propos de la vie moderne qu'elle c'était une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. Et je suis de plus en plus d'accord avec lui. Et à travers, justement, quand on a la chance de jouer et de partager encore une fois avec un public de telles œuvres, cette forme suprême de silence, qui est ce silence que crée la musique, qui est justement le fait de ne pas pouvoir mettre de mots dessus, c'est extraordinairement précieux et c'est à défendre. Il faut résister pour le défendre. Mais oui, mais Beethoven a presque imposé ça avec ses sonates. Vous le disiez, il a tout embrassé à travers elle de la nature humaine. Il nous en fait le cadeau. À nous, ses frères humains, c'est un moment de partage qu'il faut aussi vivre en acceptant ce cadeau qu'il nous fait. Mais alors, qui a le mieux écrit pour vous sur la musique? Est-ce que ce sont des compositeurs, des spécialistes de la musique ou les écrivains, les romanciers peut-être? Il y a peut-être plutôt bien sûr, à travers de nombreux... Proust, naturellement, extraordinairement évoqué. Alors là, le summum peut-être de ce que représente pour un auditeur, le fait de voir passer ce qu'il appelle la petite phrase, un thème comme ça qui va revenir et le fait que ça joue sur la mémoire. Mais par ailleurs, j'aime aussi énormément lire Jean Kelevitch, ce qu'il dit, de la façon dont cet homme a vécu la musique et qui lui est si familière, si vitale et il sait ce que c'est que de produire des sons et déchiffrer des partitions. Il est affamé de musique et lui aussi, il parle extraordinairement bien du fait qu'on ne peut pas en parler. Et là, il est très calé d'ailleurs pour parler de choses dont on ne peut pas parler, puisqu'il a écrit un énorme livre sur la mort qui consiste à dire qu'on ne peut pas en parler, mais lui aussi, il éprouve ce besoin. Et il y a aussi George Steiner qui a écrit des pages magnifiques sur la musique. Oui, c'est vrai que j'aime lire mis en mots cette espèce d'approche que je ressens moi-même. Mais tout en sachant qu'à un moment donné, il faut se taire, en effet, et puis à bon entendeur. Mais vous avez-vous toujours sur vous, il paraît, un petit carnet? Vous y notez quoi? Des mots, des notes? J'en ai même trop, j'en ai même plusieurs, parce que à force, ça se déborde, alors je sais, c'est un vrac. Ce sont... des pensées qui me viennent, ça, ou des choses que j'ai glanées dans des lectures. Tout récemment, Balzac, par exemple, je tombe sur une parole si simple que chaque scène a ses coulisses. Je trouvais très beau cette simplicité. Et puis récemment aussi, ce philosophe moine allemand au nom si latin, Angelus Silesius, qui dit si simplement la circonférence est dans le point, le fruit est dans la graine et l'infini est dans la finitude. Et ça, alors rien que de lire ça, évidemment, ça n'est pas littéralement lié à la musique, mais pour moi, je me dis, oui, dans l'arietta, il y a un accord parfait en ut majeur, et c'est ce point, il est simple, on dirait simplissé, vraiment, de l'ordre de l'arietta, en effet, très, très, archi simple, mais avec une espèce d'évidence de beauté et comme une espèce de résolution mathématique de l'équation existentielle. To be or not to be, voilà, je vous fais cet accord parfait, parce qu'il l'a amené avant. C'est là la science de Beethoven, on est passé par des chemins
très labyrinthique, justement, dans la puissance, à un moment où littéralement, je sens que Beethoven veut nous désorienter. Il ne veut plus qu'on sache où on va exactement. Lui, c'est très bien, il nous emmène et on doit le suivre. Et puis tout à coup, on arrive à cet accord parfait. Et là, on dit, ah bah oui, tout est simple. Bah écoute, voyez, je ne veux pas m'arrêter. Mais quelle mémoire vous avez de tous ces mots, de toutes ces citations qui dialoguent en fait avec vous, c'est ce qu'on comprend aussi. Ça me nourrit beaucoup. Oui. Il y a de quoi, mais c'est vrai que ce sont des mots qui probablement aussi se transforment sous vos doigts au piano à travers votre musique. Alors vous avez un petit frère écrivain dans une famille de musiciens et de mélomanes, pas que, il y avait des livres aussi, vous l'avez raconté, pas de frigo, pas de télé, des livres et un piano. On écoute Jan Kefelec. J'avais 3 ans, peut-être 2 d'ailleurs. J'avais 2 ans ou 3 ans, j'en suis certain, puisqu'on m'appelait petit frère à cette époque. Donc mon frère Tanguy n'était pas encore né. Ma mère s'enfermait avec moi dans la chambre parentale où il y avait le piano droit Pleyel. Elle s'enfermait à clé parce que mon frère et ma sœur aînée, derrière la porte, avaient tendance à se moquer de moi parce que chaque mois que ma mère me jouait du piano, je me mettais à pleurer tellement je trouvais ça beau. Et ma sœur Anne Kefelec m'a confié il n'y a pas si longtemps que ma mère ne lui avait jamais joué à elle la marche turque. Donc ça m'avait été réservé à moi. Quand ma mère me jouait cette marche turque, il n'y avait pas une fausse note, à mon avis. C'est vrai que j'étais jeune, mais quand même, je me rappelle ce morceau comme ça se dérouler d'un bout à l'autre avec cette fluidité, cette légèreté, cette grâce que manifeste le talent de ma sœur. C'est une grande dame du piano qui est aujourd'hui l'invitée de Bienvenue au Club. Anne Kefelec est encore pour quelques minutes avec nous dans ce studio. Et là, c'est vous qu'on entendait interpréter cette marche turque de Mozart évoquée par votre frère Yann à l'instant. On l'entendait, c'était le mois dernier chez nos confrères de France Musique, évoquer la place de la musique aussi dans la famille. Cette marche turque, à vous, elle réveille quel souvenir, Anne Kefelec, si c'est pas celui d'une porte close d'une chambre dans laquelle votre mère vous enfermait pour vous faire écouter cette marche turque? Je me demande, mais enfin, parfois la mémoire révise ce qui s'est passé réellement. À mon avis, elle ne s'enfermait pas à clé, puisque l'autorité parentale existait chez nous et ma foi, il suffisait qu'elle nous dise qu'on n'ait pas le droit d'entrer. On n'aurait jamais enfreint cette règle. Défense. Voilà. Et donc, la marche turque en elle-même, c'est pas quelque chose que j'ai joué toute petite. Donc, peut-être que justement, étonnamment, dans la prime enfance, on préfère les œuvres plus tumultueuses, dans lesquelles on reconnaît peut-être ses propres passions en éveil et tout ce qui est d'ordre d'une forme de déchirement romantique. Enfin, parce que la musique théâtralité, est une éducation sentimentale, assurément. Oui, absolument, et une révélation et une éducation, absolument. Et le côté justement extraordinairement malicieux et farceur, parce que Mozart avait ça en lui, il avait vraiment le goût de la farce et
il y a des maintes anecdotes dans sa vie qui racontent. Lui, il enfermait à clé des chanteuses en leur composant un air extrêmement difficile. Et il disait qu'elles ne pourraient sortir que lorsqu'elles seraient capables de chanter l'air en question. Et il aimait jouer aussi. Il jouait au billard. Il avait, paraît-il, toujours un billard dans sa chambre à coucher. Comment est-ce qu'il pouvait trouver le temps de jouer au billard en plus du reste et monter à cheval au Prater à 5 heures du matin? Enfin bon. Donc ça, c'est une énigme absolue. Cet homme, en 35 ans de vie, tout ce qu'il a pu... j'allais dire trivialement fourré, mais c'est absolument vraiment vertigineux. Quoi qu'il en soit, dans cette marche turque, il y a justement le côté Papageno, une forme d'esprit d'enfance qui est tout à fait délicieux et que peut-être on savoure mieux plus tard, justement. Qu'est-ce que votre mère vous a transmis, surtout avant tout? La liberté, visiblement. Vous avez aussi écrit un très beau texte sur l'émerveillement, sur ce premier regard ébloui de la mère sur son enfant. Hein. Mais ce regard ébloui, c'était le sien, mais je reconnais aussi, bien sûr, c'était le mien, puisque j'ai 2 fils, la vie m'a donné ce bonheur de connaître la maternité. Et là aussi, bien sûr, c'est une énigme. Et ô combien, tout à coup, il y a un être nouveau qu'on va découvrir peu à peu et qui sera à la fois le plus proche possible et en même temps totalement lui-même et différent. Et ma mère avait le génie de l'amour. C'était sur toutes ses facettes, c'est-à-dire l'intelligence du cœur, vraiment aussi, l'intelligence de la culture et puis une forme de sagesse suprême et de cœur inépuisable. Et je reste vraiment de plus en plus... ça ne fait qu'augmenter avec les années, mais elle était sidérante et je suis de plus en plus sidérée d'avoir eu cette mère-là. Je ne sais pas ce qu'en penseraient les psychanalystes, mais en tout cas, c'est un émerveillement aussi d'avoir été, qu'elle soit à ce point-là toujours en moi, même si elle est partie. Je ne peux pas dire d'ailleurs, ni partie, ni perdue, ni morte. Il y a une transmission de vie qui se poursuit et c'est évidemment magnifiquement... ça me remplit de reconnaissance. Elle avait le génie de l'amour, dites-vous, et Beethoven, si vous deviez garder un mot, il avait le génie de quoi? Oh oui, il avait le génie de la vie, le génie, oui, de l'amour aussi, bien sûr. Oui. Merci beaucoup, Anne Kefelec. Merci 1000 fois d'avoir été avec nous aujourd'hui et de l'inviter de Bienvenue au Club. Je rappelle que ces 3 dernières sonates de Beethoven que vous interprétez ont été enregistrées sur le label Mirror et qu'elles sont donc à retrouver depuis novembre dans les bacs. Merci à vous.